je ne sais jamais comment. J'attends que la diffusion commence. C'est parce qu'il faut faire manuellement quelque chose. Ah. Voilà. Mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour émettre un avis sur la nomination de M. Didier Samuel à la présidence de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Cette nomination fait partie de celles sur lesquelles notre commission, en raison de ses compétences en matière de recherche, doit se prononcer au préalable en application de l'article 13 de la Constitution. Je rappelle qu'au terme de cette procédure, si l'addition des suffrages négatifs émis dans les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat atteint les 3/5 du total des suffrages exprimés, le président de la République ne peut pas procéder à la nomination. Avant d'émettre notre avis, nous allons entendre M. Didier Samuel, qui se rendra demain à 10h30 devant nos collègues de la Commission de la Culture du Sénat pour le même exercice. En conséquence, le dépouillement des votes des deux commissions aura lieu de la manière concomitante demain vers 12h15. Donc, bienvenue donc, professeur Samuel, devant notre commission pour cette audition diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et sur les réseaux sociaux. Cette audition va vous permettre de nous exposer votre projet pour l'INSERM, ainsi que la façon dont vous concevez le rôle de président d'un tel institut de recherche. J'ai pour ma part une question sur un sujet qui me tient à cœur. En cette période de montée du relativisme et de défiance à l'égard de la science, le rôle des scientifiques, chercheurs, ingénieurs, techniciens m'apparaît décisif. Et les polémiques récentes sur les nouveaux vaccins et les fausses informations qui ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux nous le démontrent. Il est important de délivrer une parole scientifique utile, fiable et crédible pour chacun. Il faut diffuser la culture scientifique pour valoriser les connaissances et les avancées scientifiques issues des laboratoires. Pour propager la culture scientifique dans les débats de société qui font l'objet de fortes attentes de la part du grand public, l'INSERM a mis en place plusieurs outils en plus de son site inserm.fr, à l'exemple du magazine de l'INSERM ou de la série Canal Détox, destinée à l'information, notamment des jeunes adultes, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Quelles perspectives souhaitez-vous offrir aussi, pour renforcer ce rôle de l'INSERM ? Et je vais laisser maintenant la parole à Madame Emmanuelle Antoine, qui a été nommée rapporteure sur cette proposition de nomination. Et elle va avoir le soin de présenter votre carrière et de vous poser ses premières questions. Et ensuite, je vous donnerai la parole pour un exposé liminaire d'une 20aine de minutes avant que ne s'engage la phase de questions des députés. Madame Antoine. Merci Madame la Présidente. Bienvenue Monsieur Didier Samuel dans notre commission des affaires culturelles et de l'éducation. Comme Madame la Présidente l'a indiqué, votre nomination ne pourra intervenir qu'après un vote dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat, en application de l'article 13 de la Constitution. Cette procédure de nomination n'est pas neutre, elle est la preuve de l'importance de la recherche en santé humaine, qui est le rôle central de l'Institut. De par sa taille, son large spectre d'activités et son niveau d'expertise reconnu, l'INSERM joue depuis plus de 50 ans un rôle pivot dans la structuration et l'orientation de la recherche biomédicale de notre pays, en lien avec les orientations de ses tutelles ministérielles en recherche et en santé, avec un double rôle d'opérateur de recherche, mais aussi d'agence de financement et de pilotage scientifique. La crise sanitaire de la Covid-19 ainsi que l'actualité médicale, variole simienne, épidémie de grippe, augmentation du nombre de cancers, accroissent son importance, notamment dans l'espoir que les chercheurs puissent apporter des réponses aux questions sanitaires auxquelles l'humanité est exposée et qui font de l'INSERM un organisme incontournable pour la santé des Français. Ces chercheurs, implantés au cœur du système de soins, font progresser les connaissances sur la santé humaine et les maladies par la recherche de nouveaux traitements et par des innovations qui fondent le rayonnement de cet institut et à travers lui de la France, à travers le monde. Ce constat fait, il semble important que l'Institut continue, en collaboration avec ses ministères de tutelle, de rayonner et il doit pour cela bénéficier de l'impulsion et des moyens nécessaires. Le rapport de la Cour des comptes paru ce lundi fait d'ailleurs un état des lieux de la situation assez critique. Il indique que la crise sanitaire fut le révélateur de difficultés. Et je cite,
La crise a mis en évidence la faible coordination des acteurs du domaine de la recherche en biologie santé, parmi lesquels l'INSERM est en première ligne, ainsi que ses conséquences défavorables. Dispersion des financements, manque de pilotage et de chef de file, éparpillement des initiatives, rigidité administrative, insuffisante priorisation des recherches, cloisonnement entre politiques locales et nationales. Sa première recommandation est de décliner une stratégie scientifique par site. Alors, pouvez-vous nous dire et nous en dire plus sur votre vision de la gouvernance dans le domaine de la recherche biomédicale? Et quel serait, selon vous, le modèle vers lequel les ministères de tutelle devraient faire tendre l'INSERM? Conformément à la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, en date, je vous le rappelle, du 24 décembre 2020, un contrat d'objectifs, de moyens et de performance 2025 a été signé, faisant de l'INSERM le premier organisme de recherche à signer un tel contrat avec ses tutelles le 4 février 2022. Ce contrat dote l'INSERM de moyens supplémentaires qui devraient avoir un effet de levier important. Parmi ces domaines, on trouve notamment l'environnement et la santé des femmes, les maladies métaboliques, les cancers, les maladies infectieuses, le vieillissement et la santé mentale. Il porte aussi une volonté d'alignement marqué des forces de recherche sur les priorités de santé, un effort spécifique sur l'investissement technologique et l'attractivité des métiers de la recherche, et met l'accent sur la transition numérique, la science ouverte, la gestion des données massives et l'interaction entre science et société. Mais ce nombre important de domaines ne fait-il pas craindre, selon vous, la dispersion relevée par la Cour des comptes? La mise en œuvre de cette loi de programmation de la recherche a, semble-t-il, eu un impact positif concret sur l'INSERM. Elle a permis l'augmentation des moyens de l'Institut dans le cadre du contrat d'objectifs, de moyens et de performance 2025 pour financer des mesures de ressources humaines et plus largement l'investissement dans la science développée à l'INSERM. Elle a aussi permis le développement des contrats conclus avec l'Agence française de financement de la recherche sur projet, faisant passer leur nombre entre 2020 et 2022 de 210 à près de 670. Alors, la programmation de recrutement vous semble-t-elle avoir également évolué positivement depuis la mise en œuvre de cette loi, de sorte qu'au-delà des moyens financiers, vous disposiez des ressources humaines nécessaires à la conduite des projets de l'INSERM? Autre question, s'agissant de la subvention pour charges de service public, dans un contexte de hausse du coût de l'énergie, les besoins de l'INSERM vous semblent-ils correctement pris en compte? En matière de rayonnement international, INSERM Transfer, filiale privée de l'INSERM, fondée en 2000, est en charge de la valorisation et des innovations de l'INSERM en santé humaine et favorise les transferts de technologies sur le long terme selon les bonnes pratiques internationales. Elle gère, sous mission de service public, l'intégralité de la valorisation et du transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l'INSERM vers le monde industriel, de la déclaration d'invention au partenariat industriel et à la création d'entreprises. INSERM Transfer propose aussi ses services dans le montage et la gestion de projets nationaux, européens et internationaux, ainsi que l'accompagnement à la valorisation de la recherche clinique, des données et bases de données de santé et de cohortes. Aujourd'hui, l'INSERM et sa filiale sont, semble-t-il, des partenaires de référence des industriels et investisseurs mondiaux. En 2021, l'ensemble des activités d'INSERM Transfer a généré près de 118 millions d'euros de contributions financières pour l'INSERM et ses partenaires. Quelle appréciation portez-vous sur les enjeux de la valorisation de la recherche en matière biomédicale? Comment envisagez-vous le développement de la filiale INSERM Transfer et son articulation, le cas échéant, avec les sociétés d'accélération du transfert de technologies? Au titre des activités institutionnelles récentes de l'INSERM, on peut noter la création de la nouvelle agence ANRS-MI sur les maladies infectieuses émergentes.
Cette agence autonome intégrée à l'INSERM a été créée le 1er janvier 2021. Elle a pour mission l'animation, l'évaluation, la coordination et le financement de la recherche sur les maladies infectieuses. L'agence couvre tous les domaines de la recherche fondamentale, clinique, en santé publique et en sciences de l'homme et de la société. Son organisation met l'accent sur l'innovation et le renforcement de partenariats internationaux. Que pensez-vous de l'approche One Health, s'intéressant à la santé humaine, animale et à l'impact de l'homme sur l'environnement? Et comment l'agence prépare-t-elle la réponse aux enjeux scientifiques posés par les maladies émergentes et son déploiement en temps de crise? Par ailleurs, en 2022, l'agence a lancé les premiers appels à projets sur la Covid-19 et dans le cadre de l'épidémie de variole simienne. Savez-vous ce qu'il en est des projets retenus? Que pouvez-vous nous dire du rôle de l'INSERM à travers l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, ainsi que de sa participation au plan France Médecine Génomique 2025? L'INSERM affiche l'ambition de promouvoir une collaboration entre chercheurs et citoyens, notamment en soutenant des projets de recherche participative initiés avec ces chercheurs. Que pensez-vous de l'association du profane et du scientifique en matière de recherche? Le site de Paris-Saclay, où universités, grandes écoles, centres de recherche et développement cohabitent, est en train d'émerger comme pôle d'innovation de rang mondial. Cependant, le gouvernement a repoussé l'ouverture de la ligne 18 du métro, qui doit desservir le site, initialement prévu à 2024, à 2027 pour le tronçon vers Orly et à 2030 pour le tronçon en direction de Versailles. Du coup, que pensez-vous de l'avenir de Paris-Saclay et du Grand Paris Express? L'INSERM participe au programme France 2030 et a, à ce titre, développé des programmes et équipements prioritaires de recherche, les PEPR. Ils visent à construire ou consolider un leadership français dans des domaines scientifiques considérés comme prioritaires au niveau national ou européen. Les PEPR sont de deux sortes, les PEPR des stratégies nationales et les PEPR exploratoires. Sur le volet des PEPR des stratégies nationales, l'INSERM a impulsé depuis 2021 plusieurs stratégies d'accélération qu'il pilote ou copilote avec ses partenaires. Tous ces programmes sont-ils entrés dans une phase opérationnelle? En existe-t-il de nouveau? Où en sont les PEPR exploratoires qui visent des secteurs scientifiques ou technologiques en émergence? Enfin, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du projet sur la santé mentale PROPSI, initié avec la communauté scientifique et médicale le 27 octobre 2022? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Samuel, c'est à vous la parole donc pour un propos liminaire d'une vingtaine de minutes de présentation et ensuite les réponses aux questions de Madame la rapporteure. Donc vous voyez comment vous gérez votre temps pour que ensuite nos collègues puissent vous poser aussi des questions. Voilà. Je vous donne les différentes contraintes auxquelles vous êtes soumises. Oui, oui. Donc, éventuellement, si vous ne répondez pas à toutes les questions de Madame la rapporteure tout de suite, c'est pas grave, vous pourrez y répondre dans la deuxième, enfin après la salve de questions des orateurs de groupe. D'accord. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, donc, je m'appelle Didier Samuel, je suis hépatologue, c'est-à-dire je suis un spécialiste des maladies du foie. Je suis professeur d'hépatologie à la faculté de médecine Paris-Saclay depuis 1997. J'ai aussi une qualification en réanimation médicale.
J'ai créé et développé l'hépatologie et la réanimation au centre hépatobiliaire à l'hôpital Paul Brousse depuis ces 30 dernières années. Je suis chef de l'unité d'hépatologie et de réanimation hépatique. Je suis directeur médical du programme de transplantation hépatique de l'hôpital Paul Brousse, qui est le premier centre de transplantation hépatique en France, un des plus importants en Europe. J'ai une très grosse activité clinique d'hépatologie avec une expertise particulière dans la prise en charge des patients avec insuffisance hépatique, hépatite virale et dans la transplantation hépatique. J'ai suivi jusqu'à ce jour plus de 4500 patients transplantés hépatiques. J'ai une activité de recherche qui est essentiellement clinique et translationnelle. J'ai créé une unité mixte de recherche Paris-Saclay INSERM, qui était la numéro 785 en 2005, donc il y a 17 ans, et qui a été recréée sous le numéro 1193 en 2015. Cette unité s'appelle Physiopathogénèse et traitement des maladies du foie. J'en suis le directeur, et cette unité comprend donc 5 équipes labellisées, et je dirige au sein de cette unité l'équipe 1, innovation thérapeutique, recherche translationnelle en maladies hépatiques et en transplantation du foie. J'ai une bonne connaissance de l'INSERM en tant que directeur d'unité de recherche à INSERM, en tant qu'aussi ancien membre de commission scientifique spécialisée de 2008 à 2012. Et dans cette commission, j'évaluais les équipes de recherche, les unités de recherche, et nous proposions également le recrutement des chercheurs sur concours. J'ai fait partie plus récemment du comité de sélection de l'école de l'INSERM, et j'ai été aussi co-chairman du récent appel à projet du programme de recherche stratégique en santé Messidor, qui est coordonné par la DGOS et l'INSERM. J'ai une visibilité internationale. J'ai été membre du Council de l'International Liver Transplant Society, dont j'ai été le président en 2013. J'ai été également membre du comité scientifique de l'Association européenne de l'étude du foie, qui s'appelle l'EASL. Et puis j'ai été éditeur en chef du Journal of Hepatology pendant 5 ans, de 2010 à 2014, qui est devenu pendant mon mandat le premier journal mondial en hépatologie. J'ai une expertise internationale dans le monde des maladies du foie et de la transplantation hépatique. Par ailleurs, depuis 6 ans, je suis doyen de la faculté de médecine Paris-Saclay et j'ai entamé un deuxième mandat depuis maintenant 1 an. J'ai été également élu à la présidence de la conférence des doyens depuis 1 an. Et du fait de ma valence recherche, j'ai été élu il y a 2 ans et demi à la présidence du Comité national de coordination de la recherche, le CNCR, dont le but est de coordonner la recherche hospitalière dans les CHU et les CH. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai une connaissance de l'INSERM, tout d'abord en tant que directeur d'unité de recherche INSERM et en tant que membre de commission scientifique spécialisée. Alors, pourquoi je me suis présenté à la présidence de l'INSERM ? Tout d'abord, j'ai toujours été investi en recherche, particulièrement en recherche clinique et translationnelle. Je suis passionné par la science en général et la recherche. Et puis, je considère que la recherche en santé est absolument indissociable de la qualité de la médecine et du soin. C'est aussi une valeur d'attractivité pour les hôpitaux et pour les médecins. La recherche et l'innovation tirent le soin vers le haut. J'ai acquis au cours de ces années une expérience et une conviction que la recherche en médecine et en santé devait être relancée. En effet, à mon avis, il y a eu pendant une quinzaine d'années un décrochage global des moyens de la recherche en biologie santé en France, avec une baisse significative de l'investissement en recherche et en biologie santé. La pandémie Covid que nous avons affrontée au sein des hôpitaux a montré que nous n'étions pas complètement prêts à affronter une pandémie de ce type. Notre recherche sur les coronavirus était absente. Il y avait un manque de compétitivité sur les technologies liées à l'ARN, ce qui s'est ressenti, avec des difficultés à maîtriser ces technologies, difficultés à mettre en place un vaccin par rapport à d'autres pays. Et nous avons aussi été en retard sur nos capacités de séquençage, de mise en place des tests diagnostiques. Enfin, il y a eu des essais cliniques de qualité de niveau international, mais malheureusement trop souvent en mode désorganisé, en chevauchement et insuffisamment coordonné. Par ailleurs, les difficultés que vivent les hôpitaux actuellement retentissent sur le travail hospitalo-universitaire, avec un phagocytage de la partie universitaire par le soin et le management qui commence à fragiliser les unités de recherche et nos capacités de recherche en médecine. Il y a également un manque d'attractivité des métiers de la recherche, techniciens de recherche, assistants de recherche clinique, un manque d'attractivité du métier de chercheur sur le salaire, sur l'évolution de carrière. Et puis nous avons une organisation complexe de la recherche, lourde, avec, comme vous le savez, de nombreux organismes publics et agences. Cependant, il y a une note optimiste. Nous sommes depuis 2 ans dans un environnement plus favorable, avec une loi de programmation de la recherche qui permet de nouveau un réinvestissement. Même si elle ne rattrapera pas tout le retard, elle permet de nouveau la création de postes, les chers professeurs juniors, une revalorisation des carrières des chercheurs avec une remontée des salaires et des revalorisations de primes,
Le volet France Santé 2030 doit injecter plus de 7 milliards sur la santé. Le président de la République a annoncé il y a 18 mois le plan Innovation Santé avec la création de l'Agence Innovation en Santé, dont le positionnement est à préciser, mais qui remet l'innovation et la santé au premier plan. Alors pourquoi je crois en l'INSERM ? L'INSERM a des grandes forces. C'est pour moi l'acteur national central et incontournable de la recherche en santé. Il doit être à la fois un pilote de la recherche en santé au niveau national. Il doit aussi réussir une politique de site avec les universités et les CHU, assurer une veille scientifique et un rôle d'alerte sanitaire et de réponse sanitaire aux crises. Il doit assurer aussi la valorisation de la recherche via des brevets. L'INSERM est extrêmement présent au sein des universités et au sein des CHU, avec une interconnexion très forte entre le monde universitaire et le monde hospitalier. Alors, l'INSERM a été conforté dans son action par le gouvernement qui lui a confié la prise en charge de l'agence autonome de l'INSERM, l'ANRS Maladies Émergentes, qui vient donc d'être confortée pour la lutte contre le Covid et les maladies émergentes. L'INSERM pilote aussi des grosses infrastructures de recherche comme EFCRIN, le laboratoire P4 Mérieux et Ingestem. D'autre part, l'INSERM a une vraie capacité et une vraie qualité d'évaluation des chercheurs, d'évaluation des unités de recherche via ses commissions spécialisées, via le conseil scientifique. Les instituts thématiques de l'INSERM sont des structures capables d'évaluer, de proposer des stratégies de recherche avec le conseil scientifique de l'INSERM. L'INSERM reste pour les unités mixtes de recherche un label très important, un vrai label de qualité, et il a une valeur très forte dans le paysage de la recherche française. Par ailleurs, c'est le premier organisme européen de publication scientifique avec une visibilité internationale, un niveau de qualité en publication qui est fort, très au-dessus de la moyenne, plus de 10% des publications dans le top 5. L'INSERM a un taux important de brevets et certains programmes, comme le programme ATIP Avenir pour les jeunes chercheurs, sont très attractifs. Enfin, son réseau international est de qualité et important. Cependant, il y a pour moi des points d'attention. Une stratégie par site en coordination avec les universités et les CHU qui est encore à clarifier et à améliorer. Une stratégie nationale aussi qui mérite d'être plus ambitieuse et qui priorise mieux les axes stratégiques. La coordination avec les CHU est trop hétérogène et elle doit être améliorée pour renforcer significativement la qualité de notre recherche clinique. La recherche clinique, c'est non seulement des essais cliniques incluant des patients, mais c'est aussi la capacité, à partir des maladies des patients, à comprendre la physiopathologie des maladies, à décortiquer leurs mécanismes afin d'adapter des traitements ciblés. L'interface avec les équipes de recherche clinique est clairement trop faible et le rapprochement chercheur-clinicien est absolument essentiel. En termes de financement, le financement des unités mixtes de recherche ne représente que 57 millions hors salaire, ce qui, pour presque 300 unités de recherche, me paraît insuffisant. Enfin, la valorisation insuffisante des carrières de chercheurs, leur manque d'évolution est un vrai sujet, car ce sont eux les chercheurs qui font la recherche. Alors, ce que je propose en termes d'action, premièrement, je souhaite, en tant que président de l'INSERM, lui donner une vision stratégique nationale. Je souhaite que l'INSERM soit un acteur de premier plan, à la fois en recherche, en alerte sanitaire auprès des autorités et auprès du public, par l'amélioration de sa communication et l'amélioration de sa visibilité. Pour moi, il y a deux aspects. D'une part, la politique de site et d'autre part, la politique nationale de recherche qui coordonnera au niveau national les politiques de site. La politique de site doit se faire avec les universités qui seront le pilote avec les CHU et avec les CHU. La politique nationale doit définir la stratégie nationale de recherche en tenant compte des politiques de site, mais aussi en définissant les axes prioritaires, stratégiques, et aussi les axes émergents à soutenir dans le cadre d'un INSERM opérateur de programmes de recherche, opérateur de moyens et pilote de la recherche médicale et en santé en France. Je pense qu'il faut renforcer les unités mixtes de recherche en augmentant leur masse critique, renforcer les axes forts, soutenir les axes et les équipes émergentes brillantes. L'INSERM doit aussi renforcer sa présence dans son environnement, notamment avec les universités, car comme vous l'avez dit, Madame la rapporteure, l'environnement ESR a évolué, avec des universités de recherche de niveau mondial qui ont été créées via des regroupements universitaires avec l'inclusion des grandes écoles, via les IDEX, les ICIT. Les universités sont quasiment toujours co-tutelles des unités mixtes de recherche
et sont aussi en lien avec l'INSERM sur de très nombreux projets PIA, les IHU, les RHU et d'autres. Au niveau des sites, il y a besoin d'un pilotage par les universités. Les plans quinquennaux recherche sont coordonnés avec les universités et nous devons avoir une réflexion aussi sur la mise en commun de moyens de gestion des UMR. Les liens avec les CHU doivent clairement s'améliorer de façon significative. En effet, pour moi, la recherche clinique doit être améliorée significativement. C'est pour moi un point faible actuellement de l'INSERM, mais aussi des CHU. Il est temps que les uns et les autres travaillent ensemble. En effet, les UMR sont présentes dans les CHU, mais trop souvent les CHU ne sont pas au fait du travail des UMR. Il y a trop de recherche en silo, et il y a clairement une nécessité de coopération pour avoir une recherche clinique et translationnelle de qualité. Il y a une nécessité d'articulation efficace avec les centres de ressources biologiques, les CRB, de professionnaliser la gestion des cohortes, d'améliorer le fonctionnement des centres d'investigation clinique, les CIC, d'avoir aussi une gouvernance de la recherche locale, soit via les CRBSP, soit via une autre structure beaucoup plus efficace. Enfin, se posera peut-être la question des CHU comme co-tutelle de certaines UMR, ce qui nécessitera de la part des CHU un investissement réel direct dans les UMR avec une discussion stratégique avec les universités et l'INSERM. L'INSERM aussi a un environnement avec d'autres agences et il doit se coordonner avec l'INSB du CNRS. Il y a déjà beaucoup d'actions communes, beaucoup d'échanges de chercheurs dans les unités et il y a eu un renforcement des actions entre les deux. L'INSERM doit s'appuyer sur l'ANRS maladies émergentes et sur le PEPR maladies émergentes pour doper la recherche en maladies infectieuses et aussi réagir aux crises sanitaires. Il doit travailler de concert avec l'INCa sur le cancer. Enfin, nous devons développer en tant qu'INSERM des stratégies de sites en co-tutelle avec le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INRAE, les écoles d'ingénieurs, car nous devons développer maintenant en 2023 la recherche transdisciplinaire, qui est maintenant une nécessité majeure avec le développement des biostatistiques, la bioinformatique, la gestion des données de masse, l'intelligence artificielle, le numérique en santé, les mathématiques appliquées à la santé. Alors l'INSERM s'est vu confier la coordination, soit seule ou en association, de programmes et d'équipements prioritaires en recherche, qu'on appelle les PEPR, soit de stratégie nationale, soit exploratoire. Il faut qu'il démarre. Mais il faut aussi assurer une distribution des fonds qui sont assez élevés, en toute transparence vis-à-vis des chercheurs et du public. Le programme stratégique de recherche en santé, financé par la DGOS, piloté par l'INSERM, qui a démarré pour la première fois en 2022, est doté de 10 millions d'euros par an, et c'est une chance, je pense, pour l'INSERM et pour la recherche. Nous devons aussi renforcer notre développement international sur deux axes. Travailler de concert avec les universités et les pôles Europe des universités et des CHU pour augmenter significativement notre présence dans les appels d'offres européens, dans la coordination de ces appels d'offres, notamment Horizon Europe, et dans l'obtention des ERC. Nous devons aussi renforcer la présence de l'INSERM à l'international via les laboratoires associés et par les liens entre l'INSERM et les organismes étrangers. Nous devons porter une attention particulière à la pérennisation des infrastructures de recherche, les plateformes technologiques, les nouvelles technologies, être très attentifs au développement de l'ensemble de nouvelles technologies avec un appui de notre part sur les plateformes de haute performance technologique afin d'être compétitifs au niveau international. Nous devons aussi être vigilants sur la pérennisation financière et le développement des cohortes. Le France Cohorte se met en place, mais la pérennisation financière des cohortes qui est prévue dans le plan France Santé 2030 est extrêmement importante. Et puis, vous l'avez dit, nous devons aussi nous ouvrir aux nouvelles approches de recherche en santé, santé environnementale, santé globale, éthique de la recherche, sciences ouvertes. Et l'INSERM doit aussi s'approprier les nouvelles technologies, le numérique en santé, l'innovation, travailler aussi à développer des partenariats avec les industriels, en particulier avec l'aide de sa filiale INSERM Transfer, renforcer sa capacité à développer les recherches translationnelles et notre capacité à aller du laboratoire vers le médicament et vers les dispositifs médicaux. Mais pour finir, je dirais, on ne fait pas de bonne recherche sans chercheurs. Tout ne dépend pas de l'INSERM et il sera aussi important d'avoir une vision globale de l'amélioration de l'attractivité des métiers de la recherche. D'abord des chercheurs. Il faut redynamiser leur carrière, les valoriser. Il faut aussi redonner du temps universitaire aux hospitalo-universitaires.
Je rappelle que 40% des unités INSERM sont dirigées par des hôpitaux universitaires. Mais s'il n'y a pas de temps universitaire de recherche, il n'y a pas de recherche de qualité. La communication entre les chercheurs et la direction de l'INSERM doit être améliorée et travaillée. Il faut aussi que nous soyons performants pour attirer des jeunes vers les métiers de la recherche via l'école de l'INSERM, bien sûr, mais aussi via des approches MD, PhD dans les facultés de médecine, avoir développé les enseignements de la recherche, le goût de la recherche, dans le renforcement de l'année recherche des internes. Nous devons aussi réfléchir à réactiver des programmes comme les postes d'accueil INSERM, les contrats d'interface pour les médecins. Le programme à type Avenir doit être développé. Et puis, il faut que nous redevenions compétitifs pour attirer et garder des chercheurs de niveau mondial, par des salaires attractifs, mais aussi par des welcome packages qui leur permettront de travailler dans un environnement de qualité à un niveau compétitif. En conclusion, je souhaite, par cette candidature, renforcer la position de l'INSERM comme pilote, organisateur de la recherche en santé en France, comme acteur majeur de la politique de site avec les universités, les CHU et avec les autres organismes de recherche. Et je vous remercie donc pour votre attention et suis prêt à vous répondre à vos questions. Merci, Monsieur Samuel. Donc, vous pouvez déjà répondre en partie aux questions de Madame la rapporteure, puisque si vous en avez esquissé un certain nombre dans vos propos liminaires, il y en a encore quelques-unes de façon précise, notamment sur Saclay, qui, voilà, ça vous fait sourire, mais c'était pour vous remémorer toutes les questions que Madame la rapporteure. Alors, si je commence par Saclay, puisque je suis doyen de la faculté de médecine Paris-Saclay et j'ai vu la croissance de Saclay. J'étais avant Saclay, avant j'étais dans l'université Paris-Sud, et puis donc qui est devenu Paris-Saclay. Il est clair que entre Paris-Sud et Paris-Saclay, avec l'inclusion d'une part des grandes écoles comme Centrale Supélec, l'ENS Paris-Saclay qui était l'ex-ENS Cachan, l'IOGS, et puis d'autres grandes écoles, j'ai vu clairement un bond fantastique en termes d'organisation au sein de l'université. Alors, l'université a mis en place, par exemple, des graduate schools qui permettent de travailler en transversal entre les différentes composantes, ce qui permet de développer aussi la recherche transdisciplinaire. Je vois aussi le rapprochement entre le monde de la santé, le monde de la pharmacie, le monde médical, puisqu'il y a une faculté de médecine, il y a une faculté de pharmacie, mais je vois le rapprochement entre le monde de la santé et puis le monde des ingénieurs, des mathématiciens, des ingénieurs agronomes. Et je vois donc qu'il y a actuellement des mouvements des chercheurs en santé vers les ingénieurs, vers les spécialistes de l'IA, vers les statisticiens, vers les mathématiciens, mais aussi le mouvement inverse avec des ingénieurs, des mathématiciens qui viennent proposer aussi des idées novatrices au monde de la santé. Et donc la recherche en santé doit sortir, je dirais, de son cocon initial qui est uniquement au niveau de la santé et doit être plus transdisciplinaire. Alors, vous avez posé beaucoup de questions, Madame la rapporteure. Donc, sur le modèle de l'INSERM et sur la gouvernance, clairement, je me positionne ici en défenseur de l'INSERM et en pilote national de la recherche. Comme je l'ai dit, et pour préciser, ça se décline en deux aspects. À la fois une définition d'axe stratégique de la recherche au niveau national, l'identification aussi, et aussi avec les partenaires d'autres organismes, des technologies futures et qui doivent être développées en amont, et puis le renforcement d'axes stratégiques au niveau de pôles forts. Donc ça, c'est au niveau national, et puis aussi la capacité à détecter les pôles émergents et les axes émergents autour de chercheurs particulièrement brillants. Et puis au niveau local ou régional, définir des politiques de site avec les deux grands partenaires que sont les universités et les CHU. La particularité de notre organisme, l'INSERM, c'est que c'est de la recherche médicale et en santé. Il y a de la recherche dans les hôpitaux et il y a de la recherche en dehors des hôpitaux, mais il y a beaucoup de médecins qui sont impliqués dans la recherche et c'est la particularité de l'INSERM et son originalité par rapport à d'autres organismes, et c'est ce qui en fait, je dirais, sa qualité et son intérêt et le pourquoi il doit être défendu, parce qu'il est unique dans sa présentation dans le panorama de la recherche en France.
vous avez évoqué aussi le risque de dispersion parce qu'il y a beaucoup de sujets, c'est vrai, et c'est à nous aussi de définir les priorités stratégiques. Et il faut en effet pouvoir centrer ses forces, et donc c'est tout à fait, ça fera partie de mes responsabilités. Vous m'avez demandé si les moyens étaient suffisants. Alors, premièrement, je dirais que si on regarde le budget de l'INSERM, il a été flat pendant des années, et donc ce qui veut dire en fait qu'il avait, pour moi, baissé. Et donc on voit une réaugmentation depuis en effet 2 ans, significative et qui est importante et qui va s'étendre jusqu'à 2025. Et je pense que c'est un excellent signal pour la recherche globalement et pour la recherche en santé. Est-ce que c'est suffisant ? Je vais vous dire non, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse plus. L'un des points qui est soulevé dans le budget de l'INSERM, c'est que donc, la subvention est de l'ordre de 630 millions d'euros. Le budget global est de un peu plus d'1 milliard maintenant, entre 1 milliard et 1 milliard 100. Le reste du budget vient de contrats, ANR, PIA, etc. Et sur la subvention, quand on regarde les marges de manœuvre de l'INSERM actuellement, elles sont assez faibles. Quand on sort de l'incontournable, salaire, mobilier. Et donc l'INSERM actuellement dans son document, et la Cour des comptes l'évalue à seulement une marge de manœuvre de 10 millions d'euros, ce qui est assez faible. Donc je pense qu'il y a un travail à faire dessus et une discussion à entamer là-dessus. Alors, sur la valorisation et sur INSERM Transfer, INSERM Transfer est une filiale qui a été développée il y a maintenant, je pense, une quinzaine d'années. INSERM Transfer est en train, comme vous l'avez dit, à générer 118 millions d'euros. Et je pense qu'INSERM Transfer commence à porter ses fruits en termes de valorisation. Cependant, comme ça a été souligné par la Cour et comme ça a été souligné par tous les chercheurs, quand on veut valoriser sa recherche, c'est quand même très complexe. C'est une lourdeur administrative, d'une part, pas seulement à cause d'INSERM Transfer, mais il y a un délai de mise en route des valorisations qui est long, toujours supérieur à 6 mois. Et puis, il y a aussi un paysage, comme vous l'avez dit, complexe. Maintenant, les IHU, les RHU travaillent en consortium et on a souvent plusieurs stratégies de valorisation entre les SAT, les INSERM Transfer, voire des cellules de valorisation hospitalière. C'est assez complexe et on doit faire mieux. Il est clair qu'on voit que, par exemple, il y a des médicaments qui sont sortis grâce à INSERM Transfer. Même, il y a eu un achat d'une société qui a ramené une dizaine de millions d'euros à l'INSERM sur une molécule donc innovante. Et donc, on commence à voir des choses. Mais il est clair qu'en France, et ce n'est pas spécifique à l'INSERM, on a un problème de valorisation de la recherche qui est évident. On fait de la recherche académique de qualité, mais la translation en médicaments, en device est faible. Et si on compare aux États-Unis, c'est sans commune mesure. Et il y a un travail ici global à faire qui n'est pas seulement lié à l'INSERM. Vous avez parlé aussi du rôle de la NRS maladie émergente. Alors je connais bien la NRS avant qu'elle soit NRS maladie émergente, puisque je travaillais sur les hépatites virales et j'étais membre de la NRS quand la NRS a évolué de la prise en charge uniquement du VIH vers aussi la prise en charge des hépatites B et C. Et donc j'ai été membre pendant plus de 10 ans de la NRS. Et la NRS était au départ autonome, puis ensuite elle est devenue membre intégrée à l'INSERM en restant agence autonome. Et là, le gouvernement a choisi aussi, quand ça a été débattu il y a 2 ans ou l'année dernière, de rajouter premièrement la partie maladie émergente en réponse à la crise Covid, mais pas seulement. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de crises. On a vu apparaître beaucoup de maladies récemment, Ebola, Zika, la variole du singe, et puis le Covid, bien sûr, qui nous a frappé de plein fouet. Et la NRS maladie émergente est la réunion de la NRS et puis aussi d'une cellule qu'avait créée Jean-François Delfraissy, qui s'appelle Reacting, au sein de l'INSERM, qui avait assez peu de moyens, mais le mot Reacting était réponse aux crises sanitaires. Le rôle de la NRS maladie émergente et du PRPR maladie émergente est absolument essentiel. Premièrement, il est essentiel en termes de priorisation de la recherche sur les futures maladies ou sur les maladies qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose qui
mais on doit avoir une stratégie, je dirais, pas de routine, mais basique pour préparer les crises, mais aussi on ne peut pas prédire aussi toutes les crises, et on a bien vu que le Covid n'avait pas été, personne n'avait envisagé la force de la pandémie Covid telle qu'elle a été, et il fallait clairement, en plus, avoir des ressources supplémentaires de haut niveau pour pouvoir combattre cette pandémie. Donc il y a ce que l'on fait en temps calme, et puis ce que l'on est capable de faire avec l'aide du gouvernement et votre aide en cas de crise. Donc là, on démarre le PEPR. Je pense en effet que ce sera mon rôle aussi avec Yazdan Yazdan-Pana, qui est le directeur de la NRS, maladies émergentes, de définir les enjeux scientifiques, de pouvoir en effet travailler sur les futures crises sanitaires, de pouvoir les prévoir, et aussi de développer la recherche sur ces aspects. De ce que je connais avec la NRS, c'est une structure qui est assez souple, qui permet d'avoir des projets de recherche et d'avoir des supports aussi pour des bourses doctorales assez facilement, et par rapport et avec 2 appels d'offres par an, et c'est en tout cas moi qui y ai beaucoup travaillé, c'est très apprécié des chercheurs. Alors, vous m'avez posé aussi la question du rôle de l'INSERM dans Avicen. Donc Avicen premièrement, Avicen n'est pas une structure qui est actuellement optimale pour le pilotage de la recherche en France. Ça avait été créé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années pour justement essayer de coordonner l'ensemble des agences avec l'INSERM comme pilote. Son efficacité n'est pas pour moi optimale. Comme je l'ai dit, je pense en tout cas, je souhaite que le rôle de l'INSERM en tout cas soit renforcé pour tout ce qui concerne la recherche médicale et la recherche en santé. Et donc je souhaite qu'il y ait un renforcement. Donc soit il y a un renforcement d'Avicen dans cette structure opérationnelle avec l'INSERM comme pilote, soit c'est l'INSERM qui doit développer ses axes stratégiques. Sur France Génomique 2025, donc je pense que ça a démarré un peu trop lentement en termes de... maintenant, ça se met en place et on commence à voir les effets du plan France Génomique 2025. Mais comme toujours aussi, je pense qu'on met en place en France des structures assez lourdes, voire très lourdes, voire très très lourdes. Et parfois, la mise en route de ces structures prend trop de temps. Et je pense que ça a été le cas pour France Génomique 2025. Quand en fait, je voudrais finir pour ne pas monopoliser la parole, et sur France 2030 et les PEPR, je l'ai dit dans mon exposé, il y a de l'argent qui arrive maintenant avec des appels d'offres. Les PEPR, c'est ces programmes de stratégie nationale ou exploratoire, c'est un mode de financement de la recherche qui est novateur, mais aussi que tous les chercheurs n'ont pas compris. Et il faut qu'on soit vigilant là-dessus parce qu'ils sont habitués à des appels d'offres classiques, type RHU, type IHU, type LABEX, mais ils ne sont pas habitués au PEPR. Donc il faut d'une part dans les PEPR tels qu'ils ont été construits, il y a un financement qui est ciblé sur des consortiums qui ont été définis par l'INSERM, par des comités internes, et puis il y a une partie qui est via des appels d'offres classiques. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur le fait qu'on doit assurer une transparence de la distribution des fonds. Et comme vous le savez, et vous l'avez suggéré, la plupart des PEPR n'ont pas vraiment démarré. Et donc, ça fait partie de mon travail si vous me confiez la présidence de l'INSERM. Merci, professeur Samuel. Nous allons passer aux orateurs de groupe maintenant, avec, pour commencer, Renaissance et Cécile Rilhac. Alors, c'est bon. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, Monsieur Samuel, merci pour vos propos liminaires et pour vos réponses précises aux questions de Madame la rapporteure. Je souhaiterais revenir sur la mise en œuvre des propositions de l'INSERM pour la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, que les parlementaires ont votée à la fin de l'année 2020. Je vais tout d'abord rappeler qu'avec ce texte, nous avons voté 25 milliards d'euros d'ici à 2030 pour que la France reste une nation de recherche, d'innovation et de créativité dans le contexte d'une compétition internationale toujours plus exacerbée au sein de laquelle notre pays doit trouver sa place. Plus de 2 ans après le vote de cette loi, nous ne pouvons que saluer la mise en œuvre des premières réalisations décrites comme satisfaisantes par nos collègues sénateurs dans leur rapport rendu en juillet 2022.
Vous le savez parfaitement, sous l'impulsion du gouvernement, la communauté de la recherche avait déposé un certain nombre de contributions pour ce texte. L'INSERM, notamment, au terme d'un important travail de consultation que je salue, avait formulé 12 propositions prioritaires quant à la LPPR, autour de 3 impératifs: renforcer les capacités de financement des organismes de recherche, notamment augmenter le budget de l'ANR, augmenter l'attractivité des emplois et des carrières scientifiques et renforcer la collaboration entre les différents acteurs du monde de la recherche. Les défis auxquels nous sommes confrontés dans les domaines de la santé publique, des biotechnologies ou encore dans le secteur pharmaceutique démontrent que ces enjeux sont prioritaires. À moins d'un an de la clause de revoyure de la LPPR, pouvez-vous nous faire un point d'étape sur la déclinaison des propositions de l'INSERM et nous indiquer si, selon vous, d'autres propositions devraient être formulées par l'INSERM pour compléter les objectifs définis en 2020 ? Pour compléter, vous n'avez pas répondu à Madame Antoine, donc je rajoute et dans le contrat d'objectifs, puisque désormais il est effectif. Et vous avez abordé le sujet du projet à construire sur innovation santé. Quel sera votre rôle alors en tant que directeur de l'INSERM? Quelle politique souhaitez-vous impulser? Merci Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Angélique Ranck. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Conférence des doyens, mes chers collègues, en 2020 et 2021, l'INSERM a créé, avec le soutien des ministères de la Recherche et de la Santé, un pendant de l'ANRS dédié aux maladies infectieuses émergentes afin d'animer, de coordonner et de financer la recherche sur les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance de développer et de mieux coordonner et financer la recherche en matière des maladies émergentes. C'est donc une initiative que nous saluons. Cette agence avait mis en place une politique de concertation avec des acteurs issus de la recherche industrielle. Une idée louable, puisque c'est par une telle coordination entre les différents secteurs de la recherche académique et industrielle que nous parviendrons à un maximum d'efficacité dans ce domaine. Malheureusement, cette concertation semble au point mort depuis maintenant près d'1 an. Monsieur le Président de la Conférence des doyens, vous êtes pressenti pour succéder à la présidence de l'INSERM, occupée par Monsieur Gilles Bloch, que nous saluons d'ailleurs pour avoir rempli sa mission avec brio et professionnalisme. Si vous accédez à cette fonction, quel projet auriez-vous concernant le développement de l'ANRS-MIE et la coordination amorcée avec le milieu de la recherche industrielle? Par ailleurs, sachant que la santé animale est intrinsèquement liée à la santé humaine, quelle place comptez-vous accorder aux spécialistes de la santé animale dans le cadre de cette concertation de grande envergure? Enfin, que fait aujourd'hui la NRS-MIE? Quels sont ses travaux? Quel budget est à sa disposition au-delà des effets d'annonce de l'Élysée post-Covid? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour LFI NUPES, Hendrik Davy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur. La mission de service public telle que l'INSERM est de produire une connaissance scientifique et une expertise indépendante des différents lobbies industriels et associatifs. La crise du Covid a démontré qu'il était important que de possibles conflits d'intérêts ne jettent pas la suspicion sur les résultats scientifiques et les recommandations des sociétés savantes. Quand le soupçon se généralise, il n'y a plus de politique de santé publique possible. Ma première question est donc la suivante. Quelles mesures prendrez-vous pour éviter ces conflits d'intérêts? Ensuite, l'INSERM devrait jouer un rôle central dans notre société au vu des enjeux sanitaires et des débats éthiques. Or, l'INSERM, comme les autres instituts de recherche, sont doublement menacés. D'abord par l'austérité, qui génère une précarité grandissante, j'y reviendrai, et d'autre part par la volonté, notamment du président de la République, de transformer ces établissements en simples agences de moyens. Nous nous opposons à ce lent démantèlement du service public de la recherche, et par exemple, à l'INSERM a connu une baisse de 20% depuis 2012 en termes de techniciens. J'ai d'ailleurs déposé cette semaine une proposition de loi NUPES sur l'université et la recherche dont je vous invite à prendre connaissance, et nous échangerons à mon avis sur cette question plus tard. Dans ce contexte, serez-vous le président qui organise la disparition de l'INSERM avec une fusion soit avec l'Institut national des sciences biologiques du CNRS ou la gestion des unités INSERM par l'université, comme le propose la Cour des comptes, avec comme conséquence évidemment la fin du statut de chercheur. Votre prédécesseur, Gilles Bloch, s'était opposé aux solutions de la Cour des comptes, et c'est peut-être la raison qui explique sa non-reconduction par le gouvernement. Quel est votre point de vue donc sur l'avenir de l'INSERM? Les agents sont vraiment préoccupés. Votre audition semble indiquer que vous penchez pour une intégration plutôt de l'INSERM aux universités, mais je voudrais des éclaircissements. Ensuite, quelle sera votre politique de recrutement en ce qui concerne les postes statutaires de fonctionnaires, chercheurs, ingénieurs, techniciens, afin de résorber la précarité dont l'INSERM est le champion quand même parmi les EPST avec 40% de non-permanents? Et pour conclure, les contractuels de l'INSERM sont actuellement mobilisés pour obtenir l'égalité des salaires pour tous les contractuels anciens et nouveaux. Allez-vous permettre que tous ces contractuels puissent bénéficier de la nouvelle grille de rémunération à compter du 1er janvier 2023 ?
Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Frédéric Meunier. Merci, Madame la Présidente. En 2018, l'IRSEM s'était distingué en publiant un rapport sur les manipulations de l'information qui visait les agissements de certains médias russes. Ce rapport avait d'ailleurs nourri la loi contre la manipulation de l'information adoptée par le Parlement en novembre 2018. L'ancien président de l'IRSEM avait même été poursuivi en diffamation par RT France pour avoir évoqué une manipulation de l'information et des falsifications de cette chaîne de télévision détenue par l'État russe avant d'être finalement relaxé par le tribunal judiciaire de Paris. En 2022, l'IRSEM a publié un rapport sur Pékin s'intitulant « Les opérations d'influence chinoise », un moment machiavélien. L'Institut devait prochainement se focaliser sur les grands prédateurs géopolitiques du moment, la Turquie, les organisations paramilitaires russes, la milice Wagner au Mali. Pour de nombreux observateurs, l'IRSEM a recruté des profils de haut niveau et s'est modernisé en utilisant des techniques comme l'organisation de renseignements de sources ouvertes. Le succès qu'a connu le rapport sur la Chine, notamment à l'étranger, illustre le fait que la recherche stratégique française est de très bon niveau. Souhaitez-vous développer ces outils qui permettent de moderniser l'Institut? Si oui, lesquels? De plus, le campus de recherche et d'innovation en santé numérique Paris Santé Campus vise à structurer et fédérer une filière en santé numérique de rayonnement mondial. Il réunit des acteurs publics, dont l'INSERM, et une soixantaine de partenaires privés. Les premières équipes de l'INSERM et des autres partenaires et une soixantaine de start-up y ont emménagé au cours du premier trimestre 2022. L'ambition de réunir sur un même lieu tous les talents pour faire rayonner l'excellence française est louable. Quelle est votre opinion sur l'e-santé? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour les démocrates, Philippe Bertha. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Doyen, tous les indicateurs sont concordants pour indiquer un recul de la recherche française ces dernières années, et la recherche santé n'est pas épargnée. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche constitue désormais un élément de départ aussi bien pour la revalorisation des carrières que pour l'affectation de nouveaux moyens, mais en santé en particulier, on reste loin du compte. La crise pandémique a confirmé, si de besoin, l'urgence de regrouper l'ensemble des recherches en biologie santé sous l'égide d'un seul organisme, qui se doit d'être l'INSERM. Ceci d'autant plus que la recherche médicale implique des investissements massifs, avec le passage à la biologie dite de haut débit. Ceci conduirait à alléger les lourdeurs administratives, à rendre plus lisible organisation et stratégie en recherche et santé, et à mutualiser les moyens. Je souhaite connaître votre position sur cette éventuelle réorganisation, alors qu'aujourd'hui, seul l'Avisan, que vous aurez à présider, permet des liens inter-EPST. Avisan dont on peut se demander la définition des missions, les moyens qui y sont affectés, et tout simplement la réalité opérationnelle. Sur le plan de moyens, ne vous paraît-il pas urgent de revaloriser les carrières et de donner des moyens nouveaux à la recherche en santé qui puissent enfin nous rapprocher d'efforts consentis depuis bien longtemps par l'Allemagne? Une approche serait aussi de mettre fin à l'émiettement des sources de financement entre crédits récurrents, ANR, caritatifs, mais aussi projets hospitaliers de recherche clinique, appelés plus communément PHRC. Sur ce dernier point, en moins de 20 ans, plus de 5000 PHRC ont été financés à hauteur de 860 millions d'euros, sans qu'aucune évaluation du dispositif ne fût effectuée, alors que, comme le souligne le nouveau président de l'Académie des sciences, le professeur Alain Fischer, ces 5000 projets n'ont conduit qu'à 1700 publications. Ne faut-il pas regrouper tous ces financements sous l'égide de l'INSERM en veillant que la part contractuelle n'excède pas, par exemple, 20% du crédit alloué? La dernière livrée de la Cour des comptes confirme, malgré les difficultés budgétaires enregistrées, l'excellence de la recherche produite par les unités de l'INSERM et conforte bien la péréquation entre l'argent investi mis dans la recherche et les résultats sous forme de publication ou de valorisation. Sur ce dernier point, comment voyez-vous l'évolution d'INSERM Transfert dans un contexte déjà si complexe de l'organisation de structures de valorisation et de transfert? Enfin, comment à l'avenir mieux organiser cette grande et unique institution de santé que pourrait être l'INSERM, à l'interface de la recherche fondamentale, et j'insiste, la recherche fondamentale, la recherche clinique, l'industrie, avec la contribution essentielle, à mes yeux également, des associations de patients que vous n'avez pas mentionnées. Merci. Merci, monsieur le député. Pour les socialistes apparentés, Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, je vous remercie pour votre présentation et je me félicite que nous puissions avoir un échange sur la recherche dans notre commission. Je tiens d'ailleurs à saluer votre brillant parcours scientifique.
Créé en 1964, l'INSERM est un établissement public à caractère scientifique et technologique dont la renommée et la qualité des travaux sont reconnus dans le monde entier. C'est une structure comme d'autres dont la France peut être fière et le choix de celui qui va la diriger dans les années à venir est donc important. L'actualité de l'INSERM, c'est aussi le rapport que la Cour des comptes a rendu public lundi dernier sur les comptes de l'INSERM et sa gestion de 2015 à 2021. C'est un rapport plutôt sévère à l'endroit de l'Institut que vous souhaitez présider. La situation financière est notamment pointée du doigt puisqu'entre 2015 et 2019, l'INSERM a enregistré 4 exercices déficitaires et la juridiction financière relève que cette situation n'a pas fait l'objet d'un réel plan de redressement de sa part ou d'une demande de retour à l'équilibre de la part des ministères de tutelle. Quelles mesures allez-vous mettre en œuvre si vous êtes désigné pour redresser rapidement la situation financière de l'Institut ? Autre point faible de l'INSERM, la gestion des ressources humaines que la Cour juge déconnectée de la stratégie scientifique, estimant que les dispositifs qui permettent d'accueillir en contrat à durée indéterminée des profils choisis de médecins ou de chercheurs sont insuffisants. Résultat, si dans les années 1980, 30% des chercheurs statutaires INSERM avaient une formation médicale, ce taux n'a cessé de diminuer et c'est de 6,5% en 2020. Une situation regrettable pour l'autorité administrative car les médecins favorisent la recherche de l'appareillage du laboratoire au lit du patient. Que pensez-vous de ce constat ? Le rapport estime en conclusion concernant l'organisation de la recherche en santé qu'une évolution radicale de l'INSERM est nécessaire. Dans le langage de la juridiction de la rue Cambon, c'est assurément un jugement drastique. Cette transformation, si elle a lieu, devra être menée par le futur PDG de l'INSERM. La Cour des comptes propose notamment dans ses recommandations de fusionner l'INSERM avec l'Institut des sciences biologiques du CNRS, un scénario évoqué régulièrement depuis 20 ans. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour Horizon et Apparentés, Béatrice Bellamy. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Merci Madame la Présidente, professeur. Nous vous remercions de vous joindre aujourd'hui à notre commission afin d'échanger sur l'avenir de l'INSERM. Et je dirais avec une telle conviction. Avant tout, nous saluons l'ensemble des recherches établies chaque année par les scientifiques de l'Institut. Elles permettent indéniablement de mettre en lumière les progrès de la science et sont un gage du sérieux de la recherche française. Si le travail des équipes est précieux, il faut aujourd'hui reconnaître la nécessité de faire évoluer le positionnement et le rôle de l'INSERM. Ce constat est un constat unanimement partagé. En effet, la Cour des comptes, nous le disions précédemment, a récemment rendu un rapport. Cette dernière soulève de nombreuses irrégularités dans le fonctionnement comme dans la gestion de l'Institut. Ce rapport fait notamment état d'une multiplicité d'organes cloisonnés pouvant se révéler un obstacle au détriment du travail réalisé. La Cour explique que l'Institut est allé trop rapidement, tardivement même je dirais, vers la politique appelée politique de site. Pouvez-vous, professeur, nous expliquer si vous envisagez une refonte des stratégies scientifiques, les définir par site ne vous semblerait-il pas plus efficient ? Ce rapport évoque également la fragilité financière de l'établissement sur plusieurs exercices, hormis l'année 2021, faisant apparaître un résultat fortement excédentaire. Pour autant, le contrat d'objectifs de moyens et de performance signé en février 2022 avec les ministres de tutelle apporte un renforcement des moyens alloués. Remarquons pour la première fois un financement en provenance du ministère de la Santé et saluons-le. Pourriez-vous, professeur, nous préciser votre stratégie afin que l'INSERM retrouve une stratégie budgétaire et un équilibre? En vous souhaitant le meilleur dans l'exercice de vos fonctions, je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la députée. Pour les écologistes NUPES, Francesca Pasquini. Alors, le micro, et visiblement, on a des caméras qui, de temps en temps, font des choses bizarres, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des gros plans sur les tables. Ça a l'air d'être normal. Donc, oui. Francesca Pasquini. Je ne sais pas, oui, ça fonctionne. Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, la recherche connaît une grave crise financière depuis des années. La loi LPPR, censée résorber cette crise en 9 ans, n'a pas réajusté sa trajectoire de financement en prenant en compte la forte inflation que nous connaissons aujourd'hui et la nécessaire revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Les laboratoires de recherche connaissent des surcoûts énergétiques records,
que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche estimait à 40 millions d'euros en 2022 et 200 millions d'euros en 2023, et qu'ils vont devoir assumer en partie sur leur fonds de roulement et d'investissement, faute de politique de soutien suffisante du ministère. Dans le cas de l'INSERM, la hausse évaluée à 1,5 million d'euros en 2022 pourrait atteindre 10 millions d'euros en 2023. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous y faire face et quelle serait la politique d'investissement dans la résilience énergétique des bâtiments et du matériel de recherche de l'INSERM sous votre présidence? Merci. Merci, Madame la députée. Pour GDR NUPES, Stéphane Peu, qui est juste qui s'est absenté pour quelques instants, mais qui va sûrement revenir. Donc, je vais laisser la parole maintenant aux autres collègues pour 1 minute. Belkir Belhaddad. Merci, merci Madame la Présidente. La crise sanitaire a révélé l'état de sédentarité de nos concitoyens qui s'est aggravé. Le coût en est à près de 17 milliards d'euros. L'INSERM joue un rôle important sur ce sujet, notamment sur le traitement des maladies chroniques. J'aimerais vous demander, Monsieur Didier Samuel, quelle est votre ambition sur le sujet. J'évoque notamment la question du développement de l'activité physique pour lutter par exemple contre les chutes des personnes âgées. Je voudrais aussi connaître, savoir si vous avez mené en la matière un partenariat nourri avec la direction de la sécurité sociale. Merci. Merci, Monsieur le député. Léo Walter. Merci Madame la Présidente. Monsieur Samuel, en 2013, la première expertise de l'INSERM démontrant l'effet des pesticides sur la santé humaine a fait date. Son rapport de 2021 a prouvé la corrélation entre l'exposition aux pesticides et certains cancers. En 2022, ce sont les effets délétères des polluants du trafic routier sur les performances cognitives que l'INSERM a permis d'établir. Ces études sont précieuses pour le combat que nous menons en faveur de la bifurcation écologique. Mais comment s'assurer que l'INSERM continue de remplir son rôle au service de l'intérêt général alors que son budget n'est pas 100% public? Son site internet indique en effet un financement à hauteur de 20% par des associations et des fondations, mais aussi à 8% par des industriels. Ma première question est donc la suivante. Connaissez-vous la liste de ces financeurs et pouvez-vous nous la communiquer? J'insiste sur ce point car la Cour des comptes, dans son rapport publié il y a 2 jours, souligne en page 72 que les outils mis en place par l'INSERM pour gérer les liens et conflits d'intérêts ne sont pas toujours mis en œuvre. Cette situation est anormale et doit impérativement évoluer. Fin de citation. Ma deuxième question est donc celle-ci. En tant que probable futur président, que comptez-vous faire pour garantir l'indépendance de l'INSERM vis-à-vis des intérêts privés? Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses. Merci, Monsieur le député. Francis Dubois. Merci Madame la Présidente. Monsieur Didier Samuel, je souhaiterais vous interroger sur les très récents rapports remis ce lundi 23 janvier par la Cour des comptes sur l'INSERM. Ce rapport est plutôt sévère sur les comptes et la gestion de l'INSERM pour la période récente de 2015 à 2021. Il notamment pointé le positionnement flou de l'INSERM sur le plan institutionnel. En effet, la multiplicité des organismes de recherche dans le domaine des sciences de la vie et leur fonctionnement cloisonné empêche l'Institut de prendre réellement sa place. Il est notamment reproché de ne pas être recentré sur certaines disciplines. Quelles pourraient donc être vos propositions pour remédier aux remarques émises par la Cour des comptes sur ce sujet afin de limiter la fragmentation du paysage institutionnel de la recherche en santé? Pensez-vous que les marges de progression dans ce domaine puissent être mises en œuvre dans un délai court? Merci, Monsieur le député. Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, un rapport a été publié la semaine dernière par le professeur Alain Fischer sur la situation de cette recherche scientifique et médicale. Il y expose un état des lieux simple. Si la recherche biomédicale et en santé est en recul aujourd'hui en France, c'est tout simplement dû à une insuffisance de moyens, une organisation complexe, une administration lourde et une stratégie peu lisible. Tout le monde semble d'accord sur le fait pourtant que cette recherche doit être prioritaire compte tenu des enjeux sociétaux auxquels elle peut apporter de nombreuses réponses. Le professeur Fischer propose d'ailleurs qu'un plan pour les jeunes comporte une revalorisation progressive du financement de la recherche, à l'instar de ce qui s'est déjà fait en Allemagne. Quel est votre avis sur ce sujet? Merci, chers collègues. Là, je vais clore la prise de parole. Alors, si jamais il y a encore un député qui voudrait poser une question avant qu'on passe aux réponses. Donc, monsieur le professeur Samuel, vous avez la parole pour répondre à nos collègues.
Merci. Donc, je vais essayer de grouper les questions. Donc, sur la LPR, comme je l'ai dit, la LPR est un élément très positif pour moi. Pas suffisant pour rattraper le retard qu'il y a eu, mais c'est un élément très positif parce que, premièrement, ça réenclenche la marche en avant pour la recherche en général et puis pour la recherche en santé aussi. Il y a plusieurs actions. Premièrement, il y a la possibilité pour l'INSERM et pour même les universités de revaloriser les carrières avec des revalorisations de carrière pour les chercheurs dans les salaires, aussi de revalorisation dans les primes avec avec une réforme des primes qui s'appelle le RIPEC, et avec donc 3 niveaux de primes, et dont certaines sont beaucoup plus conséquentes que ce qui était initialement existant. Et puis aussi des possibilités de création d'emplois et de recrutement via par exemple les chaires professeurs juniors, soit au niveau des universités des professeurs, soit au niveau des organismes des directeurs de recherche, au niveau de DR2. Et donc ces possibilités permettent donc aussi non seulement de recruter des nouveaux chercheurs, mais aussi de cibler et de programmer les domaines où on veut des chercheurs au niveau national. Ce qu'on peut regretter pour l'INSERM, dans le cadre de la LPR, c'est que le nombre de chaires professeurs juniors par an est pour l'instant de 8 ou 10, 8 en 10 sur l'ensemble du territoire, donc c'est faible, et ça c'est quelque chose qui doit être renégocié. Et d'autre part, il y a une revalorisation du financement de l'INSERM, et donc ma vision elle est positive. Maintenant, comme je l'ai dit, on part de loin. Il y a eu une dévalorisation de la recherche médicale en France qui est ancienne. Et donc le rattrapage va prendre du temps. J'aurais préféré que la LPR soit sur une échelle de 7 ans plutôt que 10 ans. J'aurais préféré aussi que la revalorisation soit plus importante. Et pour le dire, puisqu'il y a plusieurs questions sur la valorisation des chercheurs, clairement, on n'est pas compétitif au niveau international actuellement sur les salaires des chercheurs. J'ai participé aux commissions INSERM, on recrute des chercheurs qui ont déjà 37-38 ans, qui ont fait une thèse de doctorat, qui ont fait un postdoc ou un post-postdoc, qui sont allés aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, qui reviennent, qui ont des publications de très haut niveau dans Nature Science, et on les recrute à des niveaux de salaire qui sont vraiment trop bas. Et donc ça c'est un point. Et puis d'autre part, on doit travailler, je vais y réfléchir, travailler sur dynamiser la carrière des chercheurs, aussi les aider à valoriser leur carrière. Et je pense que c'est un point important d'arriver à rebooster, je dirais, la vision des chercheurs et leur engagement au sein des unités. Donc ça, c'est un point de vue global. Et donc, sur l'ANRS maladie émergente, vous m'avez posé une question sur le budget et le rôle de l'ANRS maladie émergente. Premièrement, je pense qu'après la crise Covid, il était absolument nécessaire d'identifier une agence et de renforcer une agence de lutte contre le VIH, contre les hépatites, mais aussi contre les nouveaux virus, les nouvelles bactéries qui vont arriver. Et il y a d'autres problématiques qui se posent, comme l'antibiorésistance, qui est un vrai danger pour les hôpitaux. Quand on s'est retrouvé dans certaines années avec des bactéries qui n'ont pas d'antibiotiques, qui peuvent les contrôler. Donc c'est un risque majeur pour le soin. Donc il y a un budget, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui est autour de 80 millions d'euros, tout compris pour la NRS maladie émergente. Et il y a un PEPR maladie émergente qui est de l'ordre de 80 millions d'euros. Donc il y a un financement qui existe sur cet aspect. Maintenant, il faut le mettre en place, il faut l'organiser, et via des appels d'offres, et via des actions ciblées. Et donc, c'est un travail que je ferai avec son directeur et les équipes de l'NRS, monsieur le professeur Yazdan-Palin. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé, m'ont posé la question sur, je dirais, le rôle, les relations entre INSERM, industrie, et aussi sur intégrité scientifique et indépendance intellectuelle. Premièrement, je serai extrêmement vigilant à l'intégrité et à l'indépendance.
l'INSERM a une charte de déontologie. Il y a des analyses pour chaque dossier, des liens et des conflits d'intérêts, et nous serons extrêmement vigilants sur ce point. Cependant, si l'un des points faibles de la recherche médicale en France, c'est pas tellement la recherche, c'est aussi la capacité à valoriser. Je donne un exemple, je suis un hépatologue, j'ai travaillé pendant 20 ans sur les traitements de l'hépatite C. La recherche sur l'hépatite C et sur le virus hépatite C, ça a été une recherche académique, mondiale, avec la France en très bonne position pour comprendre comment le virus se repliquait, comprendre les cibles de replication, les sites que l'on pouvait attaquer pour avoir un traitement. Cette recherche académique s'est translatée en le fait que 100% des médicaments qui sont directement venus de la recherche, qui ont ciblé les cibles que les chercheurs avaient mis en évidence, 100% de ces médicaments sont américains. Et donc là, quelque part, on a un problème de valorisation de notre recherche. Vous pointez, monsieur le député, le fait que en effet, c'est compliqué les relations entre académiques et industrie pharmaceutique. Cependant, les académiques ne savent pas faire du médicament. Donc, et la santé, c'est aussi du médicament, parce que c'est du vaccin, c'est du médicament, et donc il y a besoin d'une industrie qui est capable de faire du médicament, et il faut qu'on arrive à articuler, tout en préservant l'intégrité scientifique, la recherche avec la valorisation en France, et une industrie en France qui est capable de produire ces médicaments venant de la recherche, tout en préservant l'intégrité scientifique, et j'en serai le garant. Vous avez aussi vous m'avez demandé si j'allais faire disparaître l'INSERM. Je me présenterai pas si c'était ça. Hein. Donc c'est pas à ce moment de ma carrière que je me présenterai pour essayer de détruire l'INSERM. Je suis là pour le défendre et je suis là pour en faire un acteur. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, je le redis ici clairement. Pour moi, l'INSERM est le seul organisme qui prend en charge la recherche médicale et en santé chez l'homme, et donc il doit être défendu, protégé, développé, mis en avant, et donc de ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté de mon côté. Et si j'ai créé et dirigé pendant 17 ans l'unité INSERM, c'est que j'y croyais. Et j'ai découvert aussi en créant cette unité la force de l'INSERM, ses qualités que j'ai dit tout à l'heure. Mais je suis là aussi pour essayer de corriger les points faibles, essayer de renforcer son rôle. Il y a un point important, en effet, c'est la précarité des métiers de chercheurs. Alors, il y a d'une part, pour les chercheurs, il y a 3 niveaux, je dirais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le redire. Il y a les chercheurs, en effet, de l'INSERM, et avec des salaires qui viennent d'être revalorisés, des primes qui viennent d'être valorisées, mais on part de loin. Et donc, il y a, pour moi, un besoin de travail encore avec les tutelles sur continuer à améliorer cela. Deuxièmement, il y a en effet beaucoup de CDD dans la recherche, trop. Dans la LPR, ont été mis en place des CDI de mission. Je pense, j'étais dans ma précédente fonction au CNCR, j'ai abordé l'ANR et son président sur le fait qu'on ne pouvait pas faire des CDI sur les projets ANR, et je souhaite en effet qu'on arrive à CDIser de plus en plus les chercheurs. Et concernant l'indice de rémunération, il y a une revalorisation de l'indice. L'INSERM a mis en place, donc je ne suis pas encore à l'INSERM, et l'INSERM a mis en place une revalorisation à ma connaissance des CDD, des nouveaux engagés, mais il y a une discussion pour revaloriser ceux qui sont déjà en place, et j'y travaillerai avec les équipes administratives. Sur la manipulation de l'information et les fake news, il est clair qu'il y a 2 aspects. Il y a d'une part le risque en effet que nous soyons manipulés par des agences étrangères, et nous devons être vigilants avec les systèmes informatiques et la DSI pour protéger l'information, pour être vigilant aussi sur l'intrusion dans des réseaux de fausses informations. Je pense aussi que nous devons faire un effort aussi sur la communication scientifique. Comme vous l'avez dit, le président actuel a beaucoup travaillé sur la communication scientifique, la science de qualité et vis-à-vis du public. Il y a encore à faire.
Comme vous le savez, on a eu pendant la crise Covid des voix discordantes, je dirais au niveau national, sur comment traiter le Covid, le vaccin, oui, non. Et ça, je pense que ça a entraîné vis-à-vis du public un brouillage négatif. Et il y a encore un gros travail de communication à faire, d'explication. Il y a beaucoup de gens, comme vous le savez, qui ont des difficultés avec les vaccins global, et il faut qu'on travaille ça. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont lutté contre les messages négatifs à une période contre le vaccin contre l'hépatite B, qui était accusé de donner la sclérose en plaques et on n'arrivait plus à vacciner personne. Donc il faut absolument qu'on arrive à limiter ça et à pouvoir être pédagogique vis-à-vis du public pour expliquer l'importance de la recherche, ce qu'est la science, mais aussi l'expliquer clairement pour cela. Sur e-santé, oui, c'est un point très important à développer. Le campus qui se met en place, le GIS qui se met en place, va permettre n'est pas encore finalisé. L'idée, c'est de développer la e-santé et j'y travaillerai. Vous m'avez posé des questions également sur la gestion et sur les exercices déficitaires de l'INSERM. Donc il y a eu en effet, je n'étais pas aux commandes de l'INSERM, mais il y a eu 4 exercices déficitaires. Les 2 derniers sont à ma connaissance positifs, mais le dernier est dû à des recettes exceptionnelles et je crois que la Cour des comptes l'a signalé. Il y aura un travail à faire avec les équipes administratives aussi et avec les différents membres pour, d'une part, recaler la stratégie scientifique, aussi définir si on redistribue, je dirais, les financements en fonction des axes stratégiques, et je pense que c'est important. Nous allons y travailler pour essayer d'avoir la gestion la meilleure possible. Une question m'a été posée sur la place des médecins dans l'INSERM. Alors, il est vrai que quand l'INSERM a été créé, je crois qu'il y avait 30% des médecins qui étaient INSERM. Actuellement, ils ne sont plus que 6%. Alors, il y a 2 aspects. Il y a les médecins salariés par l'INSERM et les médecins présents dans les unités de recherche. Donc, il y a beaucoup de médecins présents dans l'unité de recherche, des hôpitaux universitaires, des jeunes doctorants, et tous ne sont pas salariés par l'INSERM, ils sont salariés soit à HCU, soit par leur contrat doctoral. Et donc, mais il est vrai aussi qu'on doit arriver à renforcer, en tout cas, et j'y crois fortement, votre remarque, elle est juste, les contrats d'interface qui étaient montés au nombre de 300 à une période, je crois qu'ils sont tombés à moins de 30. Et donc ces contrats d'interface permettaient d'échanger, d'avoir des médecins qui travaillaient à l'INSERM et l'INSERM remboursait les hôpitaux pour le temps recherche passé. Et je pense que c'est un travail que l'on doit faire. Alors j'essaye de rien oublier. Vous m'avez posé la question aussi sur, premièrement, la place de l'INSERM dans Avicen, sur la revalorisation des carrières, j'en ai pas, sur la place de l'INSERM dans Avicen, comme je l'ai dit aussi, et vous l'avez signalé, je pense en effet que Avicen manque d'efficacité opérationnelle, et donc il est quand même nécessaire que les organismes se parlent et essayent de se coordonner. Donc, et le rôle de l'INSERM ici est pour moi de façon prioritaire, dans le sens où l'INSERM doit piloter la recherche médicale, mais aussi doit se rapprocher de ses partenaires. Je n'ai pas encore expérimenté Avicen et je n'ai pas encore discuté avec, puisque je ne suis pas encore le président, et donc je n'ai pas encore discuté avec mes partenaires, mais je souhaite renforcer le pilotage de l'INSERM dans la recherche française médicale. Sur le PHRC, comme vous savez, les PHRC sont gérés par la DGOS, et vous avez évoqué en effet le fait que les PHRC, alors c'est un problème, sont insuffisants et ne sont pas assez évalués. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de rapprochement entre la DGOS et l'INSERM sur ce sujet, mais c'est un point vraiment important. Dans tous les cas, quelle que soit la décision qui soit prise, on doit améliorer le rendement des PHRC. Je l'ai dit, puisque je fais beaucoup de recherche clinique, je fais beaucoup de recherche dans les hôpitaux, je l'ai dit à la DGOS dans différentes positions, il y a vraiment un point de faiblesse majeur dans les PHRC, c'est que premièrement,
on rogne sur le financement des personnels qui font la recherche dans les PHRC, c'est-à-dire les attachés de recherche clinique et les techs, et ça tue l'organisation du PHRC. Et puis aussi, dans l'organisation actuelle, rien n'est fait pour mettre en œuvre le PHRC. C'est en gros, quand quelqu'un obtient le PHRC, il se débrouille presque tout seul pour faire le CRF, le Case Report Form, pour contacter le comité d'éthique, pour organiser la mise en place du PHRC. Ça, et pour les investigateurs principaux, c'est un travail absolument monumental et ça les oblige quasiment à arrêter la clinique. Et donc, si on ne met pas en place une structure capable, soit via les CIC, soit via les URC, soit autrement, et l'INSERM peut y jouer un rôle, pour lancer les PHRC et pour pouvoir en effet les dynamiser, pour pouvoir aussi favoriser les inclusions avec des techs et des ARC. Et c'est ça qui doit être prioritaire, je pense, pour améliorer les PHRC. Vous avez plusieurs dit la force de l'INSERM sur la qualité des publications. Je n'y reviendrai pas, je l'ai dit aussi. La nécessité de faire évoluer le rôle de l'INSERM, oui, on est dans un environnement, on ne doit pas être statique, on est dans un environnement qui bouge, on est dans l'ère du numérique, dans l'ère du technologique. Comme je vous l'ai dit, on doit développer la recherche transdisciplinaire, on doit aussi développer de nouveaux axes, l'éthique en recherche, la santé globale, la santé environnementale, le rôle de l'environnement sur la santé. Vous avez évoqué l'impact des pesticides sur la santé, l'impact de la sédentarité sur la santé. Je suis un spécialiste des maladies du foie. Il y a une maladie qui n'existait pas il y a 30 ans qui s'appelle la NASH, c'est-à-dire la stéatohépatite, c'est la graisse dans le foie qui donne maintenant des cirrhoses et qui est due justement à l'impact des troubles métaboliques, diabète, surpoids, hypertension, manque de sédentarité et sur lesquels on doit travailler pour justement prévenir les maladies. Et donc, un des rôles de l'INSERM, c'est pas seulement de faire de la recherche sur les traitements, mais aussi de faire la recherche sur la prévention et de communiquer sur la prévention en montrant, grâce à des bonnes études de santé publique, des études de cohorte, l'impact de la sédentarité, mais aussi l'impact de l'environnement sur le développement des maladies pour pouvoir les combattre et les prévenir. Donc ça, c'est un travail aussi important. Vous avez eu raison sur le fait que je n'ai pas abordé les associations de patients. C'est un tort, j'aurais dû le faire. C'est un point très important, notamment quand j'ai travaillé à la NRS pendant une dizaine d'années. J'ai eu la chance, c'était la première fois que je le voyais, il y avait des associations de patients qui étaient là pour participer aux décisions sur la mise en route des protocoles, et que ce soit pour le VIH, que ce soit pour les hépatites. Et j'ai beaucoup appris à ce sujet. Et les associations de patients sont très importantes justement pour tout ce qui est recherche clinique, protection du patient, mais aussi ils sont dans la même mouvance, c'est-à-dire le rôle de l'innovation, et donc c'est extrêmement positif. Alors sur le coût, juste pour finir, peut-être sur les coûts de l'énergie, et pour presque finir, pour les coûts de l'énergie et l'indice point d'indice des fonctionnaires, il est clair qu'il faut faire tout pour que le budget recherche consacré à la recherche s'appauvrisse. Donc on doit être très vigilant sur le cœur du rôle de l'INSERM, qui est le développement de la recherche. S'il n'y a plus d'argent pour développer la recherche, quelqu'un a dit, un député a dit qu'il y avait moins d'ITA, donc moins de techniciens dans les unités. C'est vrai que ça s'est appauvri, je l'ai vu dans ma propre unité. Or, donc on a baissé, pour la recherche, on a moins d'ingénieurs, moins de techniciens, et on s'est reporté sur les doctorants pour pouvoir faire le travail de recherche. C'est un point d'attention, on doit revaloriser ces métiers. Dans la LPR, il y a la possibilité de réembaucher à 180 personnels dans les 5 ans qui viennent. C'est peu, enfin c'est peu, c'est déjà ça, c'est un réenclenchement en avant, comme je l'ai dit, mais on doit continuer dans cette voie. Enfin, sur le rapport du professeur Fischer, je trouve que dans ce qu'il a dit, il y a quand même pas mal de choses que je vous ai dites aussi, dans les constats et aussi dans les réflexions sur l'insuffisance de moyens renforcés. Vous avez déjà voté la LPR, vous avez aussi soutenu des actions PIA, les actions aussi France Santé 2030 sont des réponses à ces questions sur l'insuffisance de moyens. Il attire l'attention sur le fait que les chercheurs ne soient pas assez valorisés. Je l'ai dit,
je souhaite travailler à l'amélioration, que ce soit des chercheurs statutaires, que ce soit des chercheurs en CDD, mais aussi à une capacité à attirer, à réattirer les meilleurs. On a vu des Français partir à l'étranger pour pouvoir développer leur recherche. Il faut aussi qu'on arrive premièrement à les garder et deuxièmement à les faire revenir. Et puis, je pense que... et puis sur la stratégie, oui, le rôle du président, si vous me faites confiance, c'est clairement de définir la stratégie de la recherche, les priorités, les axes. Et j'espère que, et je souhaite mettre cela en œuvre avec votre aide. Merci. Merci, professeur. Je crois que tout le monde, ou peut-être... Ah non, il me semble qu'il y avait encore un député qui souhaitait vous poser une question. Monsieur Portier, une petite question, autrement, est-ce qu'il y a d'autres personnes, parce qu'après je clôt de façon définitive les prises de parole. Donc, bon, c'est bon. Donc, monsieur Portier. Merci Madame la Présidente. Je essaierai d'être bref. Je souhaitais revenir sur le rapport de la Cour des comptes et notamment la question de l'articulation entre la recherche et l'application. La Cour des comptes, je cite, avait des propos un peu sévères dans son rapport. Si la présence importante de personnel hospitalo-universitaire au sein de ces unités de recherche contribue à l'interface indispensable de l'INSERM avec le monde des soins, l'Institut n'est pas véritablement présent au lit du patient, contrairement au positionnement qu'il revendique. Et d'après la Cour des comptes, ce constat proviendrait d'une gestion des ressources humaines, c'est là que je souhaitais vous entendre, qu'elle juge, je cite à nouveau, déconnecter la stratégie scientifique, car elle l'impute au recrutement de médecins, enfin de chercheurs en tout cas, qui n'ont plus la formation médicale qu'ils avaient dans les années 80, 6,5 aujourd'hui contre 30% en 80. Donc je souhaitais savoir ce que vous en pensiez et comment vous envisagiez de pouvoir rendre à l'INSERM son activité encore plus proche de la réalité des soins, ce qui est quand même un enjeu fondamental aujourd'hui, il me semble, pour les années qui viennent, et ainsi contribuer à la dégradation de la qualité des soins qu'on peut connaître dans le système français actuellement. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Alors, comme vous le savez, je suis un hospitalo-universitaire, je dirige un service depuis longtemps et je suis très attaché à la recherche clinique et à la recherche au lit du patient. Et donc, comme je l'ai dit, je pense que l'INSERM n'est pas assez présent sur cette recherche clinique, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'il veuille tout faire. Et il doit aussi collaborer avec la recherche qui est au sein des CHU. Et moi, mon action sera de rapprocher les CHU et la recherche qui est faite au sein des centres hospitaliers universitaires avec ce que peut proposer l'INSERM. Et je pense que c'est là qu'on arrivera à être synergique, et c'est ce qui manque actuellement. Sur la formation médicale, je l'ai dit aussi, je pense en effet qu'il faut arriver à ramener... moi, j'ai une unité de recherche qui est dans un centre clinique. Je dis souvent, il y a à l'étage où il y a le laboratoire, il y a 20 mètres qui sont entre la partie des médecins et la partie du laboratoire. Ces 20 mètres, ils ne se font pas naturellement. Et donc, il faut un certain volontarisme pour que les chercheurs aillent vers les médecins et les médecins aillent vers les chercheurs. Et donc, et moi, je suis volontariste pour ça, et je souhaite justement remettre les uns et les autres autour de la table pour justement doper, booster la recherche clinique et faire une recherche de qualité, parce qu'on a besoin non seulement de pouvoir faire de l'étude sur le patient, mais aussi d'être capable de faire de l'étude physiopathogénique sur les maladies qu'ont les patients, de pouvoir répondre aux questions que posent les maladies des patients, au plan, et ce qu'on appelle donc du travail du patient au laboratoire et du laboratoire au patient. Et donc c'est sur ça que je veux insister et que je veux développer. Alors il y a un point essentiel dans votre question, c'est le temps recherche. Comme vous l'avez dit, la difficulté aussi de actuelle, c'est que les hôpitaux sont en souffrance, les personnels médicaux sont absorbés, et je l'ai employé le terme, leur temps universitaire, leur temps recherche, il est phagocyté par le soin. Et donc, c'est pour ça que je suis encore doyen pour quelques jours, je pense. Et je milite pour qu'on redéfinisse le rôle des hospitalo-universitaires, aussi la partie recherche, des praticiens hospitaliers qui se font de la recherche, pour protéger le temps recherche. Parce qu'en effet, si on ne fait pas ça, si on ne met pas en place une protection du temps recherche, on ne peut pas faire de la recherche de qualité uniquement le soir après 22 heures et le week-end. Si on veut faire de la recherche de qualité aussi au lit du patient,
et la recherche clinique de qualité, si on veut être compétitif, il faut que le temps recherche soit protégé. Et donc, pour cela, on doit avoir, avec les CHU, avec les ministères, une discussion sur la redéfinition du rôle et du travail des hospitalo-universitaires. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux nombreuses questions de nos collègues. Donc, mes chers collègues, nous devons encore procéder au vote. Donc, je vais vous demander de bien vouloir rester dans la salle pendant qu'on installe l'urne et tout cela. Voilà. Donc, et là, la diffusion est interrompue momentanément.